7. La justice distributive, suite, la justice corrective. Ainsi donc, l'assemblage du terme alpha avec le terme gamma et de bêta avec delta constitue le juste dans la distribution. Et ce juste est un moyen entre deux extrêmes qui sont en dehors de la proportion, puisque la proportion est un moyen et le juste une proportion. Les mathématiciens désignent la proportion de ce genre du nom de géométrique, car la proportion géométrique est celle dans laquelle le total est au total dans le même rapport que chacun des deux termes au terme correspondant. Mais la proportion de la justice distributive n'est pas une proportion continue, car il ne peut y avoir un terme numériquement 1 pour une personne et pour une chose. Le juste en question est ainsi la proportion, et l'injuste, ce qui est en dehors de la proportion. L'injuste peut donc être soit le trop peu, et c'est bien là ce qui se produit effectivement, puisque celui qui commet une injustice a plus que sa part du bien distribué, et que celui qui l'a subi moins que sa part. S'il s'agit du mal, c'est l'inverse, car le mal moindre, comparé au mal plus grand, fait figure de bien, puisque le mal moindre est préférable au mal plus grand. Or, ce qui est préférable est un bien, et ce qui est préféré davantage, un grand bien. Voilà donc une première espèce du juste. Une autre, la seule restante, est le juste correctif, qui intervient dans les transactions privées, soit volontaires, soit involontaires. Cette forme du juste a un caractère spécifique différent de la précédente. En effet, le juste distributif des biens possédés en commun s'exerce toujours selon la proportion dont nous avons parlé, puisque si la distribution s'effectue à partir de richesses communes, elle se fera suivant la même proportion qui a présidé aux apports respectifs des membres de la communauté. Et l'injuste, opposé à cette forme du juste, est ce qui est en dehors de la dite proportion. Au contraire, le juste dans les transactions privées, tout en étant une sorte d'égal, et l'injuste une sorte d'inégal, n'est cependant pas l'égal selon la proportion de tout à l'heure, mais selon la proportion arithmétique. Peu importe en effet que ce soit un homme de bien qui ait dépouillé un malhonnête homme, ou un malhonnête homme, un homme de bien, ou encore qu'un adultère ait été commis par un homme de bien ou par un malhonnête homme. La loi n'a d'égard qu'au caractère distinctif du tort causé et traite les parties à égalité, se demandant seulement si l'une a commis et l'autre subi une injustice ou si l'une a été l'auteur et l'autre la victime d'un dommage. Par conséquent, cet injuste dont nous parlons, qui consiste dans une inégalité, le juge s'efforce de l'égaliser. En effet, quand l'un a reçu une blessure et que l'autre est l'auteur de la blessure, ou quand l'un a commis un meurtre et que l'autre a été tué, la passion et l'action ont été divisées en parties inégales, mais le juge s'efforce au moyen du châtiment d'établir l'égalité, en enlevant le gain obtenu. On applique en effet indistinctement le terme gain au cas de ce genre, mais s'il n'est pas approprié à certaines situations, par exemple pour une personne qui a causé une blessure, et le terme perte n'est pas non plus dans ce cas bien approprié à la victime. Mais de toute façon, quand le dommage souffert a été évalué, on peut parler de perte et de gain. Par conséquent, l'égal est moyen entre le plus et le moins, mais le gain et la perte sont respectivement plus et moins en des sens opposés. Plus de bien et moins de mal étant du gain, et le contraire étant une perte. Et comme il y a entre ces extrêmes un moyen, lequel, nous avons dit, est l'égal. Le plus et le moins sont respectivement le gain et la perte de l'auteur et de la victime du délit, et sont de l'ordre de l'inégal et de l'injuste. Au contraire, le juste identique à l'égal est le moyen entre le plus et le moins, ou entre le gain et la perte, et l'auteur du dommage. Pour que la justice soit satisfaite, devra payer une indemnité égale à la moyenne arithmétique entre la perte et le gain, en d'autres termes, la moitié de leur total. C'est ce que Aristote expliquera plus loin. Égal que nous identifions au juste, il s'ensuit que le juste rectificatif sera le moyen entre une perte et un gain. C'est pourquoi aussi, en cas de contestation, on a recours au juge. Aller devant le juge, c'est aller devant la justice, car le juge tend à être comme une justice vivante, et on cherche dans un juge un moyen terme. Dans certains pays, on appelle les juges des médiateurs, dans la pensée qu'en obtenant ce qui est moyen, on obtiendra ce qui est juste. Ainsi, le juste est une sorte de moyen, s'il est vrai que le juge l'est aussi. Le juge restaure l'égalité. Il en est à cet égard comme d'une ligne divisée en deux segments inégaux. Au segment le plus long, le juge enlève cette partie qui excède la moitié de la ligne entière et l'ajoute au segment le plus court. Et quand le total a été divisé en deux moitiés, c'est alors que les plaideurs déclarent qu'ils ont en ce qui est proprement leur bien, c'est-à-dire quand ils ont reçu l'égal.
et l'égal est moyen entre ce qui est plus grand et ce qui est plus petit, selon la proportion arithmétique. C'est pour cette raison aussi que le moyen reçoit le nom de dikaion, parce qu'il est une division en deux parts égales. Dika, c'est comme si on disait dikaion, et le juge dikastes est un homme qui partage en deux. Dikastes, jeu de mots fort clair. Quand en effet de deux choses égales on enlève une partie de l'une pour ajouter à l'autre, cette autre chose excède à la première et de deux fois la dite partie, puisque si ce qui a été enlevé à l'une n'avait pas été ajouté à l'autre, cette seconde chose excéderait la première d'une fois seulement la partie en question. Cette seconde chose donc excède le moyen d'une fois la dite partie, et le moyen excède la première qui a fait l'objet du prélèvement d'une fois la partie. Ce processus nous permettra ainsi de connaître à la fois quelle portion il faut enlever de ce qui a plus et quelle portion il faut ajouter à ce qui a de moins. Nous apporterons à ce qui a moins la quantité dont le moyen le dépasse et enlèverons à ce qui a le plus la quantité dont le moyen est dépassé. Soit les lignes alpha, alpha prime, bêta, bêta prime, gamma, gamma prime égales entre elles de la ligne alpha, alpha prime. Admettons qu'on enlève le segment alpha, epsilon et qu'on ajoute à la ligne gamma, gamma prime le segment gamma, delta, de telle sorte que la ligne entière alpha, gamma, gamma prime dépasse la ligne epsilon, alpha prime. Des segments gamma, delta et gamma, zeta sont donc qu'elles dépassent bêta, bêta prime de la longueur delta, gamma, et cela s'applique aussi aux autres arts, car il serait voué à la disparition si ce que l'élément actif produisait en quantité en qualité n'entraînerait pas de la part de l'élément passif une prestation équivalente en quantité et qualité. Les dénominations en question, à savoir la perte et le gain, sont venues de la notion d'échange volontaire. Dans ce domaine, en effet, avoir plus que la part qui vous revient en propre s'appelle gagner, et avoir moins que ce qu'on avait en commençant, perdre. C'est ce qui se passe dans l'achat, la vente et toute autre transaction laissée par la loi à la liberté des contractants. Quant au contraire, la transaction n'entraîne pour eux ni enrichissement ni appauvrissement, mais qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont donné, ils disent qu'ils ont ce qui leur revient en propre, et qu'il n'y a ni perte ni gain. Ainsi donc, le juste est moyen entre une sorte de gain et une sorte de perte dans les transactions non volontaires, qui consistent à posséder après une quantité égale à ce qu'elle était auparavant. 8. La justice et la réciprocité, rôle économique de la monnaie. Dans l'opinion de certains, c'est la réciprocité qui constitue purement et simplement la justice. Telle était la doctrine des pythagoriciens qui définissait le juste simplement comme la réciprocité. Mais la réciprocité ne coïncide ni avec la justice distributive, ni même avec la justice corrective, bien qu'on veuille d'ordinaire donner ce sens à la justice de Rhadamante. Subir ce qu'on a fait aux autres sera une justice équitable. Car souvent, réciprocité et justice corrective sont en désaccord. Par exemple, si un homme investi d'une magistrature a frappé un particulier, il ne doit pas être frappé à son tour. Et si un particulier a frappé un magistrat, il ne doit pas seulement être frappé, mais recevoir une punition supplémentaire. En outre, entre l'acte volontaire et l'acte involontaire, il y a une grande différence. Mais dans les relations d'échange, le juste sous sa forme de réciprocité est ce qui assure la cohésion des hommes entre eux. Réciprocité toutefois basée sur une proportion, sur une stricte égalité. C'est cette réciprocité-là qui fait subsister la cité, car les hommes cherchent soit à répondre au mal par le mal, faute de quoi ils se considèrent en état d'esclavage. Les hommes veulent que la cité leur assure une réciprocité proportionnelle pour le mal comme pour le bien. Si les uns donnent trop et ne reçoivent pas assez, il n'y a plus de société politique, mais simple relation de maître à esclave. Soit à répondre au bien par le bien, sans quoi aucun échange n'a lieu, alors que c'est pourtant l'échange qui fait la cohésion des citoyens. Et c'est pourquoi un temple des charités, les charites, se dresse sur la place publique. On veut rappeler l'idée de reconnaissance qui est effectivement un caractère propre de la grâce, puisque c'est un devoir non seulement de rendre service pour service à celui qui s'est montré aimable envers nous, mais encore à notre tour de prendre l'initiative d'être aimable. Or, la réciprocité, j'entends celle qui est proportionnelle, est réalisée par l'assemblage en diagonale. Soit par exemple alpha, un architecte, bêta, un cordonnier, gamma, une maison, et delta, une chaussure.
il faut faire en sorte que l'architecte reçoive du cordonnier le produit du travail de ce dernier et lui donne en contrepartie son propre travail. Si donc tout d'abord on a établi l'égalité proportionnelle des produits et qu'ensuite seulement l'échange réciproque ait lieu, la solution sera obtenue. Et faute d'agir ainsi, le marché n'est pas égal et ne tient pas, puisque rien n'empêche que le travail de l'un n'ait une valeur supérieure à celui de l'autre. Et c'est là ce qui rend une péréquation préalable indispensable. Il en est de même aussi dans le cas des autres arts, car il disparaîtrait si ce que l'élément actif produisait à la fois en quantité et en qualité n'entraînait pas de la part de l'élément passif une prestation équivalente en quantité et en qualité. En effet, ce n'est pas entre deux médecins que naît une communauté d'intérêts, mais entre médecins par exemple et un cultivateur, et d'une manière générale entre des contractants différents et inégaux qu'il faut pourtant égaliser. C'est pourquoi toutes les choses faisant l'objet de transactions doivent être d'une façon quelconque commensurables entre elles. C'est à cette fin que la monnaie a été introduite, devenant une sorte de moyen terme, car elle mesure toute chose et par suite l'excès et le défaut. Par exemple, combien de chaussures équivalent à une maison ou à telle quantité de nourriture. Il doit donc y avoir entre un architecte et un cordonnier le même rapport qu'entre un nombre déterminé de chaussures et une maison, ou telle quantité de nourriture. Faute de quoi, il n'y aura ni échange ni communauté d'intérêts, et ce rapport ne pourra être établi que si entre les biens à échanger il existe une certaine égalité. Il est donc indispensable que tous les biens soient mesurés au moyen d'un unique étalon, comme nous l'avons dit plus haut. Et cet étalon n'est autre en réalité que le besoin, qui est le lien universel, car si les hommes n'avaient besoin de rien, ou si leurs besoins n'étaient pas pareils, il n'y aurait plus d'échange du tout, ou les échanges seraient différents. Mais la monnaie est devenue une sorte de substitut du besoin, et cela par convention. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la monnaie reçoit le nom de nomisma, parce qu'elle existe non pas par nature, mais en vertu de la loi, nomos, et qu'il est en notre pouvoir de la changer, de la rendre inutilisable. Il y aura dès lors réciprocité quand les marchandises ont été égalisées en valeur de monnaie, de telle sorte que le rapport entre cultivateur et cordonnier soit le même qu'entre l'œuvre du cordonnier et celle du cultivateur. Mais on ne doit pas les faire entrer dans la forme d'une proportion une fois qu'ils ont effectué l'échange, autrement l'un des deux extrêmes aurait les deux excédents à la fois. Mais quand ils sont encore en possession de leur propre marchandise, c'est seulement de cette dernière façon qu'ils sont en état d'égalité et en communauté d'intérêt, car alors l'égalité en question peut se réaliser pour eux. Appelons un cultivateur alpha une certaine quantité de nourriture gamma, un cordonnier bêta et le travail de ce dernier delta. De ce dernier égalisé, delta. Si au contraire il n'y avait pas été possible pour la réciprocité d'être établie de la façon que nous venons de dire, il n'y aurait pas communauté d'intérêt.